Comment peut-on être de formation et d'héritage libéral et développer autant de traits anticapitalistes dans tes ouvrages récents? Alors, d'abord, anticapitaliste, je ne sais pas si ça me va, parce que je ne suis pas une militante anticapitaliste ni altermondialiste, et que capitalisme, la critique du capitalisme telle qu'elle a été reprise par d'autres et depuis Marx, c'est quand même patronat salarié, c'est ces questions-là. Et en plus, je ne remets pas en cause l'économie de marché. Moi, je suis libérale au sens de Locke, c'est-à-dire qu'il y a un droit à l'enrichissement, pourquoi pas, hein. Mais on se rappelle que chez Locke, eh bien, on a le droit de prendre plus de pommes qu'on ne peut en consommer, on peut même faire du profit à condition de ne pas affamer les autres humains, de ne pas les priver en quantité, en qualité de l'accès aux, moi ce que j'appelle nourriture, qu'il appelle ressources, et de ne pas gaspiller. Donc le libéralisme de Locke contient en lui-même de quoi s'opposer à ce qui est devenu le libéralisme, qui n'est même pas celui d'Adam Smith, mais qui est et le capitalisme qui n'est même pas celui du 19e, début du 19e, fin du 19e, et tout ça, qui est un capitalisme aujourd'hui financier. Donc voilà, je pense que moi je suis libérale parce que dans le mot libéralisme, il y a liberté. Mais effectivement, depuis Strauss, je soutiens que la démocratie libérale qui consacre la souveraineté du sujet, eh bien, elle ne peut pas faire en sorte que l'agent moral individuel ait tous les droits, qui suivent ses envies et comme cela. Puisque, en plus, s'agissant des sujets qui m'intéressent, en particulier les techniques médicales et biomédicales, l'environnement, le dommage aux générations futures, aux autres espèces, la question animale, les souffrances infligées aux autres vivants, eh bien, aux autres animaux, donc êtres individués, eh bien, tout cela exige qu'on complète le libéralisme politique, à la fois dans ses institutions, afin que la démocratie représentative qui va avec, eh bien, depuis Benjamin Constant, qui est né dans un contexte démographique, social, écologique différent du nôtre, eh bien, elle qui consacre les intérêts immédiats des hommes actuels et puisse aussi prendre en compte les intérêts globaux, transversaux, qui sont ceux de l'environnement et toutes ces questions complexes qui sont liées aux techniques médicales, qui supposent d'enrichir les débats politiques afin qu'on voit ce qui est en jeu, et puis la question animale, il y a des dommages donc, qui ne concernent pas seulement l'autre humain, etc. On complète le libéralisme politique à la fois dans ses institutions et à sa base, en repensant la conception de l'homme qui le sous-tend. Car c'est vrai que depuis, même encore moins chez Locke, mais dans le contrat social, puisque bon, Hobbes n'est pas vraiment libéral, mais des droits de l'homme, de la tradition des droits de l'humain, des droits de l'homme, droits subjectifs, avec Hobbes jusqu'à Rawls, donc un libéralisme égalitaire, eh bien c'est quand même, le contrat social est fondé sur l'égalité de pouvoir, la symétrie. Moi déjà, en faisant entrer la vulnérabilité, je pensais qu'on pouvait, on n'est pas obligé de donner ce qu'on reçoit, il n'y a pas forcément la vulnérabilité entre et l'asymétrie au cœur du politique, mais aussi il s'agit de la conception tacite bien souvent de l'homme, de l'humain qui sous-tend les théories contractualistes de Hobbes à Rawls, c'est l'idée de l'homme comme liberté, qui fait des choix, qui est définie par la capacité à faire des choix inchangés. Or moi, eh bien, par la notion de vulnérabilité, j'ai accroché ou rattaché la notion de responsabilité envers l'autre, qui définit d'ailleurs l'humain et pas l'animal. Mon chat ne se sent pas responsable des générations futures, hein, et ne perçoit pas la communauté au-delà justement de son petit foyer, hein. Mais donc la responsabilité infléchit la liberté, et quand on travaille la notion de vulnérabilité, à la fois comme passivité du vivant et comme vulnérabilité à l'autre, comme responsabilité, eh bien on fait bouger complètement la conception de l'humain qui sous-tend les théories politiques. Donc c'est vraiment un travail de compléter le libéralisme politique dans ses institutions et à sa base, et en raison de chocs qui sont de réflexion, de défis, qui sont les pratiques médicales, le biomédical, la question environnementale, la question animale, et aussi toujours, encore une fois, cette inquiétude consistant à inquiétude liée au fait que la démocratie, d'une certaine manière, a besoin d'être soutenue, ou en tout cas, pour qu'elle puisse, ces institutions soient préservées, elle a besoin peut-être
de dispositions morales, d'individus qui soient équipés, et ce que j'appelle aujourd'hui l'éthique des vertus. Et ça, la démocratie de masse ne le donne pas forcément. Donc c'est une réflexion sur l'éducation morale qui peut aussi nous préserver des solutions totalitaires qui peuvent survivre à Hitler, disait Hannah Arendt, et qui renvoient au fait que les humains se voient que comme consommation et production, et perdent le sens de ce qui les relie aux autres, et perdent aussi les moyens de résister à un système qui finalement n'est même pas bon pour eux. Qu'est-ce que tu vois comme relais aujourd'hui pour ce type de libéralisme politique, sachant que, bon, on est en période de recomposition politique, pas simplement en France, mais en Europe Oui. en général? Alors d'abord, moi je dirais que j'ai cherché une voie étroite entre deux écueils. Le premier, c'était effectivement une éthique minimale, qui n'est peut-être minimale que de nom, puisqu'elle a quand même, elle est liée à une conception de l'homme comme liberté, et qui n'offre pas, qui est fondamentale pour éviter une sorte de contrebande contaminante de jugement moralisateur en politique. Donc la liberté, voilà, l'État ne doit pas s'inviter dans les chambres à coucher, donc ça, je suis libérale, mais s'agissant par exemple de, quand on légifère sur des questions qui ont un impact sur le sens des institutions, qui dépassent le problème du privé, du simplement privé, eh bien, et du dommage à autrui, on est obligé de sortir du credo du consentement. L'autre écueil, ben, c'est l'éthique maximaliste, comme disait Ruben-Augien, c'est-à-dire la fondation du politique sur une vision moralisatrice du monde qui n'est pas généralisable en démocratie et qui est un petit peu justement l'injonction morale où on va habiller de mots de dignité finalement des préférences ou des voilà, et on va parler de valeurs surplombantes, alors que justement le bien commun, il est a posteriori, il n'est pas a priori écrit dans une sorte de nation. Et Hobbes, pour cela, dans son artificialisme, nous donne une leçon, nous invitant à ne pas parler d'identité nationale, mais justement à penser que le bien commun, il sera, alors peut-être pas de manière aussi juste positiviste que lui, mais en tout cas, il sera construit, il sera a posteriori. Il ne sera pas, il sera institué. Il n'est pas comme ça, dans une sorte d'ADN d'un peuple, ou d'un sang, d'une race, pour parler comme ceux qui osent s'engouffrer dans cela et qui ont bien la mémoire courte. Donc moi, je cherche une voie de ces deux écueils, et après, j'ai vraiment mis au point, notamment dans les nourritures, philosophie du corps politique, une philosophie de la corporéité qui décrit l'existant dans la matérialité de son existence, à la fois comme vulnérable, passivité, mais aussi comme lié à tout ce dont il vit, qui était avec les conditions environnementales de son existence, les conditions sociales, géographiques. Bref, l'existant décrit dans la matérialité de son existence, qui fait surgir un sujet toujours relationnel, qui dès qu'il mange, par exemple, est toujours en contact, même qu'il le veuille ou pas, avec les autres humains sur lesquels il a un impact, avec ceux qui produisent la nourriture et avec les animaux. Et ce sujet incarné, toujours relationnel, qui se distingue de l'individu, qui était le fondement des droits subjectifs chez Hobbes jusqu'à Rawls, eh bien ce sujet toujours relationnel et incarné devient le fondement, le pilier, devient le fondement d'une théorie politique qui fait que, par exemple, la protection de la biosphère finie, la prise en compte des intérêts des animaux, un motif eudémoniste lié au bien vivre, au fait que manger, c'est prendre du plaisir à manger, pas seulement prendre des carburants, eh bien, tous ces choses-là vont s'inviter au cœur du politique, non pas parce que je le désire, mais parce que ça fait partie déjà du sujet dont la vie est toujours débordée par celle des autres. Et la naissance également devient quelque chose, une structure de l'existence qui va rafraîchir la condition humaine. Donc cette philosophie de la corporéité me permet de dégager, par la méthode phénoménologique, des structures d'existence qui vont rafraîchir la condition humaine, désigner un sujet toujours relationnel et social, qui sert, et ça c'est les fondations, qui servira à construire de manière normative, et avec le constructivisme du contrat social, une théorie politique où va s'ajouter aux finalités classiques du libéralisme politique, sécurité et réduction des inégalités iniques, la protection de la biosphère, la réflexion sur les générations futures, la prise en compte des intérêts des animaux et l'idée du bien vivre, va s'ajouter donc aux finalités classiques du politique. Et ensuite, ça c'est vraiment les piliers, le toit, il s'agira de voir comment on tient cette promesse, comment on arrive à faire entrer l'écologie, la question animale, dans nos débats politiques, alors que justement la démocratie représentative consacre un peu le présentisme, le pouvoir d'achat. Voilà. Donc là, je réponds déjà à l'autre question. Comment on fait pour prendre en charge ces questions
qui ne sont pas nos intérêts immédiats, alors qu'on est dans un système qui privilégie le présentisme, en plus avec une démocratie concurrentielle qui a plutôt tendance à marcher avec des choses binaires, alors qu'il s'agit d'argumenter et de construire des consensus difficiles et qui ne vont pas être immédiats et qui supposent un enrichissement des débats politiques. Surtout que les questions qui m'intéressent, bioéthique, écologie, animaux, sont toujours des questions qui vont au-delà des conflits d'intérêts, qui supposent des conflits de valeurs et des remises en question des représentations. Donc voilà, tout ça, dans le toit, je décris à la fois au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des transformations de la démocratie concurrentielle vers une démocratie plus délibérative et participative. Finalement, l'avenir de la démocratie sur toutes les questions qui m'intéressent, qui sont des questions complexes, suppose que les individus soient finalement éduqués à penser des choses qui peuvent être importantes de leur point de vue, mais aussi du point de vue des autres, penser l'universalisable. Or, c'est aujourd'hui, à l'ère du tweet, à l'ère de la rapidité, des polarisations et de cette espèce de spectacle qui est devenu la politique, pas le politique, mais la politique, eh bien, il y a effectivement cette manière de faire de la politique privilégie davantage les récits simplificateurs, la polarisation vers les côtés identitaires, et elle sélectionne des personnalités un peu dominatrices et séductrices. Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Et enfin, moi, il y avait Rousseau qui disait que le problème du contrat social, fondé quand même sur le consentement, hein, eh bien, c'est qu'il faut il faudrait que les hommes fussent avant les lois ce qui ne peuvent être que par elles. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va donner aux individus le sens de l'obligation et faire en sorte qu'ils vont intégrer dans leur intérêt propre l'intérêt commun que moi j'élargis, pas seulement à la paix sociale, mais à la génération future, etc. Et c'est là que le travail actuel que je fais est un travail qui se situe au niveau de l'éthique des vertus. Quels traits moraux, quelles dispositions morales pourraient faire en sorte que l'individu ait du plaisir à changer son style de vie, ait du plaisir en percevant le respect de la nature et des animaux comme une composante du respect de lui-même et ait un rapport à lui-même qui ne soit pas marqué par la domination. Et je finirai juste par ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une période de conflit majeur entre deux visions des choses, ce que j'appelle moi l'âge de la désolation et l'âge du vivant. L'âge de la désolation, reprenant Hannah Arendt dans le système totalitaire, troisième tome de l'origine du totalitarisme, la loneliness, le fait que les humains se pensent comme production, force de production et de consommation, perdent le sens de ce qui les relie aux autres, s'enferment dans la routine, et se clivent aussi, et du coup ne voient pas, justement, vont être vulnérables aux solutions autoritaires, voire totalitaires du politique. Et il y a aussi, parce qu'il y a une sorte de vide, chacun n'a pas d'horizon. Auparavant, ce que j'appelle l'âge théologique, mais même l'âge des philosophies de l'histoire, les gens avaient une vie pour eux, mais aussi dans l'au-delà, ou l'histoire où Dieu les jugerait, disons. Aujourd'hui, ils n'ont que l'horizon personnel de leur vie. Plus, au moment où s'effondraient les idéologies, après la chute du mur de Berlin, il n'y a eu que le capitalisme, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée qu'on faut consommer, quoi. Et du coup, il y a un vide, et malheureusement, quand il y a un vide, et dans une société où en plus il y a beaucoup de laissés pour compte, eh bien la tentation est de rejeter en bloc un système sans savoir quoi mettre à la place, ce qui est la définition stricte du nihilisme dans le nihilisme allemand chez Léo Strauss, avec évidemment l'idée que c'est extrêmement dangereux politiquement. Et donc du coup, politiquement et spirituellement, on le voit. Et donc du coup, moi j'essaie, je pense que c'est ce qui explique les figures viriloïdes, le besoin, les individus aujourd'hui se sentent vides et en même temps ont une peur panique pour tout ce qui échappe à leur contrôle. Ça se voit dans le transhumanisme, ça se voit dans le rapport à la technologie, ça se voit dans la peur de l'autre qui vient d'une sorte de manque de sécurité, hein, dans aussi ce schéma viriloïde qu'incarne par exemple Trump ou Poutine, mais aussi d'autres, hein, l'extrême droite en Hollande qui est très florissante alors même qu'ils ont une croissance et je dirais pas un plein emploi mais presque. Hein, c'est quand même intéressant, ça veut dire vraiment l'identitaire se nourrit de cette pauvreté spirituelle, hein, et dont je parlais, et de l'autre côté, émerge, et moi j'en suis en fait un jalon ou une expression, émerge un courant que j'appelle l'âge du vivant, lié à la fois à la prise en compte de la vulnérabilité, la mienne et celle des autres, de la finitude, une réflexion sur la finitude, l'écologie travaille, la réflexion sur la finitude, les limites, la finitude de la biosphère, le rapport à la bioéthique, la médecine travaille, la finitude, hein, la mort, et un rapport à la vulnérabilité, et aussi l'idée
d'un respect du vivant, l'émergence de la question animale, encore une fois, si stratégique, importante par elle-même et stratégique, et l'idée justement de promouvoir un rapport au monde qui ne soit pas marqué par la domination, c'est-à-dire le besoin d'écraser autrui pour exister. Pour penser le rapport à autrui au-delà de la domination, il faut un travail sur soi, il faut une éthique comme transformation de soi. Qui le dit? Bernard de Clairvaux, dans le livre que j'adore, qui s'appelle La Considération, qui inspire mon prochain livre, Éthique de la considération, où Bernard de Clairvaux, qui écrit Un miroir des papes, eh bien, il parle justement d'un rapport aux autres, dans le pouvoir, hein, il s'adresse à un pape, hein, eh bien, il dit que justement, nous sommes un peu comme le laboureur, hein, nous jardinons, c'est pas, l'idée c'est d'avoir de mépriser les honneurs dans les honneurs mêmes, c'est-à-dire que les choses nous sont confiées, ce n'est pas à nous. Hein. Et il y a cette idée aussi dans tous ces travaux sur la place de l'humilité, que n'a pas Aristote. Hein. L'humilité dans un rapport justement à sa condition carnée, vraiment chez lui, c'est pas... Et l'apprentissage de l'humilité qui permet de ressentir, d'avoir de la douceur envers autrui, et d'avoir une fraternité envers autrui, et en savoir aussi à quel point on est conscient de ses limites et justement on a plus de douceur et d'indulgence vis-à-vis des limites des autres, ce que j'appelle aussi la générosité en entendant magnanimité derrière, hein, et qui permet d'exercer le pouvoir sans en abuser. Et exercer le pouvoir sans en abuser, ça suppose d'être la clé du rapport à autrui, à la nature, aux animaux, aux politiques, et le rapport à soi. Les passions, l'envie, le ressentiment, Spinoza, livre 5, sont secondes, sont produites par un rapport à soi. D'où un travail sur non seulement l'éthique comme transformation de soi, avec sans doute un caractère d'hygiène mentale, comme les chapitres 1 à 21 du livre 5 de l'éthique. C'est une sorte d'hygiène mentale pour se libérer de ses passions et arriver à des affects. Mais ensuite, il y a quelque chose qui passe à un autre niveau, qui est l'élargissement du sujet, où justement, j'ai des intérêts liés à mon rapport au tout. Donc, il n'y a de sujet qui soit solide et qui soit peut-être un individu individué que quand un rapport à autre chose qu'à soi. Hein. Donc moi, je m'inscris dans cela. Et le pouvoir, donc l'abus de pouvoir est une tentation constante et elle ne peut être éliminée que par ce travail-là. Alors aujourd'hui, en plein vide, au sens où on le disait, on voit bien ce qui ne va pas, les tentations sont grandes de tout refuser sans savoir quoi mettre à la place, sans avoir quelque chose d'articulé, pour reprendre le mot de mon maître Léo-Strauss, eh bien, dans ce vide-là, et avec tweets qui invitent les individus à réagir et non pas à penser, et des individus qui sont des sujets à la fois vides et complètement dans la toute-puissance, eh bien, la tentation est grande justement d'aller vers des schémas identitaires. Et donc, évidemment, voilà. Et ça, c'est... Mais je pense que la force, donc sans doute la virilité, la générosité, suppose un rapport à soi et donc un travail sur soi. Finalement, notre société, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est terrible pour la politique. C'est qu'on fait croire aux individus on peut, en lisant des livres, en utilisant les ordinateurs, on peut être un humain. Mais Platon, et Spinoza et tous les autres, et Bernard de Clairvaux et saint Thomas, ils ont dit qu'un humain, ça se construit. Que les dispositions morales à acquérir, elles ne sont pas contre la nature, Aristote, mais elles doivent quand même être acquises. Et puis il faut des modèles. Là, je renvoie encore une fois à Platon dans sa idée de l'âme qui est dynamique, qui a besoin de se nourrir de ceci, cela. Quelles sont aujourd'hui les nourritures qu'on met à la disposition des individus? La télé, les tweets, des choses pour des oripeaux de l'ego.